mon cher docteur Mukwege. Je passe à vous, mon cher docteur Mukwege, lauréat du prix Roi Baudouin pour le développement en 2010. Votre parcours, votre itinéraire n'a été fait que d'audace et de résistance, de détermination et de courage. Vous auriez pu, comme jeune Muganga, comme jeune médecin, vous intéresser à 1000 choses. Mais vous avez choisi de vous intéresser aux femmes, et aux femmes violées, torturées, mutilées. Pourquoi? Comment? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans ce qu'on peut vraiment appeler un combat? Quelles sont aussi les joies que vous avez connues dans votre engagement, qui est vraiment, au sens strict, un engagement de vie? L'homme qui répare les femmes, comme le dit Colette Brackman dans le livre qu'elle vous a consacré et que j'ai ici devant moi. Oui, en effet, vous réparez les femmes physiquement, mais aussi psychologiquement et socialement. Et vous voulez également réparer la société elle-même. Alors comment, dans votre histoire, en êtes-vous arrivé à ce qui est en définitive une quête de la paix? Où puisez-vous votre force? Je vous donne la parole. Merci madame pour la parole. Je remercie également le recteur de l'université pour les choix qu'il a portés à notre humble personne. Je vous remercie tous d'être là ce soir. En fait, lorsqu'on doit parler de son parcours, je crois, pour moi, je dois dire que c'est un parcours qui date finalement de mon enfance. J'avais vécu dans une situation où je voyais des gens qui souffrent par le métier de mon père, que j'accompagnais. Donc je crois que cette envie de pouvoir alléger la souffrance des autres, je l'avais eue quand j'avais seulement 8 ans. Mais peut-être que je ne comprenais pas tellement de quoi il s'agissait. Et progressivement, en fait, quand je termine mes études de médecine générale, je décide, donc, comme quand j'accompagnais mon père, c'était les enfants, et pour moi, c'était la pédiatrie. Dans le système français, j'avais fait une thèse en pédiatrie, donc qui portait sur la vaccination contre l'hépatite virale B, la transmission materno-infantile. Mais lorsque j'arrive pour la première fois dans un hôpital, dans mon pays, je découvre un drame que je ne pouvais pas imaginer, de constater que chaque jour, les femmes qui venaient accoucher à l'hôpital, en fait, il y avait une ou deux qui arrivaient à l'hôpital déjà mortes. Donc, pour moi, c'était un choc. Lorsqu'on fait des études, par exemple ici en Europe, je fais la gynéco-obstétrique en France. Pendant 5 ans, je n'avais jamais vu une femme mourir dans mon service, mourir au cours de la grossesse. Et là, c'était tous les jours. Donc ça, c'est un premier choc dans ma vie qui, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Si ailleurs, on ne voit pas ces morts, donc c'est possible de pouvoir changer la direction. Et là, donc, du pédiatre que je voulais devenir, j'ai changé d'orientation. En fait, c'est là où j'ai fait le premier contact avec vraiment la souffrance de la femme africaine, de la femme congolaise. Et pendant 10 ans, je travaille dans une région reculée où j'essaie de créer un modèle où les femmes, en fait, seront prises en charge au lieu d'être transportées de leur endroit et venir à l'hôpital après avoir signé un blanc. On crée un système dans un milieu reculé où la prise en charge s'est faite localement. Et là, effectivement, il y a des résultats. On commence à jubiler parce qu'effectivement, la mortalité à la maternité baisse. On ne voit plus de femmes qu'on amène sur des brancards pour constater juste qu'elles sont déjà mortes en cours du transport. Malheureusement, en 1996, la guerre commence. Dans cet hôpital où je pensais commencer à réaliser un rêve de créer un système, lutter contre la mortalité maternelle, eh bien,
dans cet hôpital, les femmes que j'avais opérées la veille vont être assassinées dans leur lit. Et ça, c'est un choc qui m'a fait, pendant 2 ans, j'étais incapable d'imaginer reprendre mon bistouri. Parce que, vous savez, on a ce sentiment qu'on se bat pour la vie, et puis il y a des gens qui viennent, qui tuent les malades, que vous aviez essayé de donner la vie, on les tue dans leur lit. C'était un drame pour moi. Mais je ne savais pas jusque-là ce qui m'attendait, en fait. 2 ans, j'ai essayé de me rechercher. Et puis finalement, j'arrive à Bukavu, qui est ma ville, je me rends compte que le même problème que j'étais en train d'essayer de trouver une solution dans l'hôpital rural reculé, c'est le même problème dans une ville de presque 500 000 habitants, où il faut transporter les femmes sur de longues distances, mais quand elles commencent à saigner, c'est déjà trop tard quand elles arrivent à l'hôpital. Et là, j'ai décidé de créer un petit hôpital, pas même hôpital, c'était une maison d'habitation que j'avais transformée. J'avais eu un bloc où je pouvais faire la césarienne, un bloc où je pouvais faire les accouchements. Moi, je me disais, avec ça, on peut sauver des vies dans cette ère qui est bonne. Malheureusement pour moi, la première patiente que je vais soigner dans cet hôpital, c'est une femme qui n'était pas venue puisqu'elle venait accoucher, mais à 500 mètres de cet endroit, elle venait d'être, quand elle s'est présentée, elle n'a même pas dit qu'est-ce qui était arrivé, mais il fallait seulement voir pour se rendre compte que, de toute façon, les blessures qu'elle avait, elle devrait les avoir dans une position anormale. Donc c'est une femme qui vient avec des fractures multiples, avec des blessures au niveau de l'appareil génital. On essaye de faire tout, finalement, on arrive quand même à sauver cette femme. Et quand je vais parler avec cette femme, je vais découvrir après qu'elle avait été violée. Et après avoir été violée, en fait, ceux qui ont commis ces actes, ils ne se sont pas arrêtés à la violer seulement, mais ils ont voulu laisser leurs marques, et leurs marques s'étaient tirées au niveau de son appareil génital, et donc il avait de multiples fractures. À cette époque-là, je pense que c'est un acte barbare isolé. Malheureusement, j'ai commencé ce centre en septembre, le 1er septembre. En décembre, j'avais déjà 45 cas. Et là, je commence quand même à me poser des questions. Parce que ça faisait quand même plus de 10 ans que je travaillais dans la région, je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et progressivement, je dois dire, pour être plus bref, je vais constater que chaque année, le nombre augmentait, mais aussi en observant, j'avais trouvé que tout ce qui se faisait, les femmes qui venaient d'un même endroit, elles racontaient presque la même histoire, elles avaient les blessures qui se ressemblaient. Et là, j'ai commencé à me rendre compte quand même que ça s'est fait avec méthode. Parce qu'on ne peut pas expliquer que les femmes à un même endroit soient violées et que toutes se retrouvent avec la soude caustique dans le vagin sans que cette soude caustique soit distribuée ou donnée, donc, ou des brûlures par le feu ou des objets, différents objets au niveau de l'appareil génital. Et quand vous parlez avec les femmes, elles vous racontent, moi je viens de tel endroit, et à cet endroit, vous avez déjà reçu autant de femmes qui ont subi le même supplice. Et là, j'essaie d'alerter la communauté internationale. Human Rights Watch a écrit le premier article en 2000 en disant « La guerre sur le corps des femmes, la guerre dans la guerre ». Et vraiment, j'avais l'optimisme. Je disais, Human Rights qui écrit « C'est inconcevable que le monde garde un silence devant un drame comme ça ». En fait, j'étais naïf. Une année passée, il n'y a pas de réaction. Jusqu'au moment où je commence à soigner 3600 victimes chaque année, et donc c'était la capacité maximale que nous, on pouvait faire à l'hôpital, il n'y a pas toujours de réaction. Et là, je suis au bloc opératoire, mais je constate également que les femmes que j'avais soignées il y a quelques années commencent à revenir pour la deuxième fois avec des lésions plus graves et parfois même incurables. Je commence à soigner les enfants qui sont nés à l'hôpital issus du viol, qui sont à leur tour violés.
Je crois qu'à ce niveau-là, j'avais compris que mon travail au bloc opératoire était inutile, puisque de toute façon, je répare, il y a des gens qui détruisent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le périple, essayer d'expliquer, parler aux gens, parler au Parlement, parler au niveau des Nations Unies, rencontrer les différentes personnes qui prennent des décisions pour essayer d'influencer, en fait, pour que ces atrocités cessent. Et là, je crois qu'il est très très difficile, même aujourd'hui, on est beaucoup plus écouté, mais il y a 10 ans, c'était très difficile de faire passer l'idée, parce que tout simplement, les gens ne veulent pas en parler. Ils trouvent qu'on ne parle pas de questions comme ça, c'est tabou. Mais malheureusement, tout le monde à ce moment-là ignorait complètement que ce qui se faisait, ça se faisait effectivement pour que ça ne puisse pas se dire, puisque les conséquences sont aussi graves que toutes les autres armes de destruction massive, puisque on pourrait en parler, mais les conséquences des viols comme armes de guerre, ça porte non seulement sur la génération présente, mais ça porte sur les générations à venir. Les transmissions de maladies, les traumatismes psychiques que la communauté peut connaître, la déstructuration sociale qui peut avoir des conséquences à long terme pour la réorganisation de la société. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un modèle holistique pour prendre ces femmes en charge. Et je dois dire que ce qui nous pousse, c'est leur résilience, c'est leur courage. Voir des femmes qui ont tout perdu, des femmes qui ont même perdu leur corps, puisqu'elles n'ont plus même leur corps, mais elles sont capables de se battre pour le droit de leurs enfants, se battre pour leurs propres droits, devenir même des leaders dans leur communauté. Je crois que c'est une force motrice qui nous pousse à pouvoir être à côté d'elles et se battre à côté d'elles. Merci.